Bonjour à tous, ici Ben Garneau. J'ai écouté la dernière vidéo de Alexis Cossette-Trudel, alors excellente vidéo. J'ai sauvegardé la vidéo au complet, au cas où, je veux pas que les informations se perdent. Alors ça m'a inspiré une nouvelle vidéo, j'ai des compléments d'informations, tout simplement, à rajouter à ce que Alexis disait dans sa vidéo. Première des choses, Alexis le mentionne bien dans sa vidéo, on teste énormément, des milliers et des milliers de tests à chaque jour. Alors on voit très bien la courbe, plus on va tester, plus on va trouver des cas. Et souvent ces cas-là, on le sait, c'est des faux positifs à 90% du temps. Le total de décès, c'est fini, là, depuis le mois d'avril, mai. Les gens décèdent tellement peu de ce virus-là. Et pendant ce temps-là, en Alberta, ils ont reçu l'instruction de ne plus faire de tests. De toute façon, comme ils le disent, l'automne va commencer puis ils ne pourront pas faire la différence entre la nouvelle saison grippale et le COVID-19. De plus, Arruda l'a déjà mentionné au mois d'août, il y a des échantillons qui sont contaminés d'avance, puis M. Arruda, lui, trouve ça normal. Je répète parce que c'est très important, là, il y a des écouvillons neufs encore dans l'enveloppe en plastique, on sort l'écouvillon puis il est contaminé d'avance. Et je le répète, là, M. Arruda trouve ça normal. Bon, j'ai mis le lien si vous voulez voir les articles, là, c'est en date du 17 septembre. L'Alberta nous recommande de ne plus faire des tests. Pendant ce temps-là, ben nous autres, on continue à tester en abondance. Je vais vous faire jouer une petite vidéo, ça dure seulement quelques minutes, c'est intéressant. Pas tombé de la dernière pluie, la fille. Alors, elle et ses copains, ils ont chopé des tests PCR tout neufs, qui n'ont pas servi. Ça va, tu m'entends bien? Je répète, on a pris des tests PCR neufs, qui n'ont pas servi. Et les ont envoyés au labo. Ne me dis pas qu'ils ont été positifs. Avoue que celle-là, elle est bonne, non? Alors, je sais pas quelle proportion, mais on parle bien des écouvillons nasopharyngés et pas d'accès salivaire. Hein. C'est ça qui est excellent. Alors du coup, tu vois, est-ce que c'est le test lui-même qui est foiré? Est-ce que c'est une volonté délibérée de créer des cas? J'étais en vacances en Bulgarie et il y a eu... Au sujet du travail des journalistes, Alexis en parle dans sa vidéo. Alors, les journalistes sont en train de faillir à la tâche. C'est tout simplement des porte-paroles du gouvernement. Legault a dit ci, Arruda a dit ça, on rapporte les paroles telles quelles. Tandis que les lanceurs d'alerte, ben, ils font des recherches. Ils montrent le résultat de leurs recherches à l'écran. On voit les liens, on voit les statistiques, on voit beaucoup de choses vérifiées qui viennent de sources scientifiques que les journalistes ne montrent pas. Et c'est pour ça que plus le temps va passer, plus les gens vont réaliser qu'ils sont en train de se faire berner, et plus les gens vont se tourner justement vers les conspirationnistes. Et ils vont constater évidemment qu'on a tous les scientifiques, tous les virologues, tous les infectiologues, les microbiologistes, on les cite abondamment. Alors il y a une quantité de grands scientifiques qui sont nos sources d'information, et c'est là-dessus qu'on gagne. Les journalistes commencent à parler. Voici l'extrait d'une autre vidéo. Êtes-vous en mesure de prendre l'engagement de ne pas pénaliser les gens qui ont des maladies graves, d'autant que votre président, Dr. Rosenberg, a dit que c'est pas plus grave que la grippe. On peut écouter Dr. Rosenberg pour que les gens nous suivent. C'est votre PDG. La semaine dernière, en entrevue à CTV avec la journaliste et chef d'antenne, la bonne Motsumi Takahashi. On l'écoute. It's a respiratory virus, much like the seasonal flu. What we've learned is that it probably isn't much more dangerous than seasonal flu. Comment on vit avec une déclaration comme ça, Mme Dupuis, quand on a séparé en cellule de crise, peut-être, pour la... Ouais. En fait, il faut le remettre en contexte, là, parce que ce que dit Dr. Rosenberg, c'est que le taux de mortalité n'est pas plus élevé que le taux de mortalité de H1N1. Ceci dit... Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, vous le savez. Non, mais les centres de recherche sont d'accord sur le taux de mortalité. Ce sur quoi les gens ne sont pas d'accord, c'est sur la gravité de la maladie. Puisque ici on parle de H1N1, alors voici un extrait vidéo qui date de 2010, à l'époque où on avait eu la grippe H1N1 en 2009. Alors on voit les similitudes entre H1N1 et COVID-19. Ça dure 8 minutes, mais ça vaut vraiment la peine que je vous le mette. Je pense que vous n'allez pas aimer ça. Pas tout le monde, mais il y a une bonne gang qui aimeront pas ce qui s'en vient, mais pas le choix. Je pense que
On a besoin de savoir, on a besoin de se faire brasser un peu là-dedans. Je vais reparler un peu de la grippe H1N1. Vous allez dire, on n'a pas besoin de parler de ça, c'est réglé, on a été se faire vacciner. Au Québec, on a été les champions de la vaccination. Il n'y a pas trop eu de morts. C'est parce que, justement, on a accepté, le gouvernement, TVA, les médecins nous ont dit d'aller se faire vacciner. On est allé, on a suivi, on a été faire la file pendant des heures, on a été de bons citoyens modèles, on a gagné, il n'y a plus rien à dire, parlez-nous en plus, c'est correct, excellent. C'est parce qu'hier, pour le fun, j'avais une petite demi-heure à faire. Était voir sur Internet un peu. Était voir ce qui se passe actuellement en Europe. Je peux vous dire qu'on dort au gaz au Québec présentement. En Europe, le débat est reparti de plus belle. Les gens se posent des questions, veulent savoir, ont l'impression d'avoir été bernés, volés, bullshités. Et là, je parle pas des complotistes, je parle pas des illuminés qui pensent que ils vont nous mettre des puces, que la vaccination, ça servait à nous mettre une puce dans le corps pour que le gouvernement nous contrôle. Je vous parle de gens sérieux. Regarde la meilleure preuve, là. Après ça, on va vous envoyer un petit électrochoc. Je vous avertis, ça va faire mal. On va faire entendre de quoi, vous allez dire « Hi ». Mais bon. Dans le Soleil ce matin, il y a une page sur le H1N1. Première page, en haut, le Québec, bravo, champion de la vaccination. Les docteurs sont contents, le gouvernement, le peuple a été vacciné. Excellent. Puis là, je suis en bas de la page, même page. Je lis, le Parlement européen demande une enquête. À l'unanimité. Le Parlement européen veut une enquête sur l'influence des compagnies pharmaceutiques qui auraient manipulé les gouvernements en faisant diffuser de fausses informations alarmistes sur la grippe dans le but de vendre des vaccins à coût de millions et de milliards. Il y a un docteur qui est membre du Parlement européen qui s'est levé debout puis qui est arrivé avec des chiffres et des éléments d'information et ses collègues ont voté à l'unanimité pour une enquête. Alors, au Québec, on se pète les bretelles parce qu'on a été se faire vacciner. Il y a personne qui remet ça en question, ben. Hein, on n'en parle plus, là, tout moi, est beau. Juste là-dessus, je me questionne à savoir pourquoi nous, ils peuvent pas dire « Oh, on s'est fait manipuler, on est vraiment surpris depuis le départ », même avec le ministre en studio ici, le ministre Bolduc, depuis le départ qu'on questionne. Ben, nous autres, oui, mais la majorité des gens, José, quand je dis que vous n'aimerez pas ça, là, je suis d'accord pour... Sûrement qui ont été interpellés par ça. T'sais, ils peuvent pas dire « Oh, on s'est vraiment fait avoir, on a une surprise aujourd'hui de voir que le gouvernement ou que le milieu européen décide d'enquêter là-dessus. » Au Québec, là, on ne peut pas. Il y a trop de monde gêné, impliqué, qui se sont fait avoir et berner. On préfère mettre ça sous le tapis, se fermer la gueule, puis pas en parler. Tandis qu'en Europe, c'est pas tout le monde qui s'en fait vacciner. Non. En Europe, les médecins avaient la liberté de parler. Il y a eu un débat. Les Français sont pas allés. Il y a bien des pays où les gens sont pas allés. Fait que là, ils sont pas gênés de dire, donnez-nous des réponses. On veut une enquête. Alors qu'au Québec, tel des moutons, tel un bon troupeau de brebis, on a fait la file. Certains, je suis pas allé, puis j'en suis très fier. On a fait la file pour aller se faire vacciner pendant des heures. On a obéi au gouvernement. On a obéi à la peur orchestrée par les médias. Rappelez-vous les chiffres d'influence communication. Nulle part sur la planète. Il y a juste au Québec qu'on en a parlé autant. On bat tous les records. On bat tous les records. Les médias ont fait peur, mais les chiffres donnés par le ministre Bolduc de 8500 morts aussi, là. Ça a fait peur, les médias ont embarqué à fond la caisse, ça a été payant de vendre la peur. Et là, aujourd'hui, quand je vous dis que vous n'aimerez pas ça, ce que je vais vous dire et vous apprendre, c'est que je suis conscient qu'il y en a qui sont gênés, là. C'est parce qu'ils l'ont fait, la file. Une fois, 2 fois, 3 fois avec les enfants. Là, il n'y a personne qui aime ça. Mais, moi, vous défendre, là, ce n'est pas de votre faute. Vous avez été manipulé. Quand c'est rendu que le gouvernement, puis tous les médecins, puis les médias vous disent « danger », allez vous faire piquer, il y a un réel danger, 8500 morts. Regarde, on voulait faire entendre les reportages que j'ai préparés, que j'ai été chercher sur le web hier. On va reculer en arrière. Vous allez pogner de quoi? C'est normal, je peux comprendre les gens d'avoir embarqué là-dedans. Mais là, aujourd'hui, il faut pas être gêné. Faut se lever debout, asti, pour avoir le courage de poser les questions. Mais ça fait qu'il n'y a aucun média amateur qui travaille là-dessus.
qui met pas la pression sur Bolduc, sur le gouvernement. En Europe, là, il y a des places, on parle rien que de ça. Mais en plus, l'opposition ne peut pas le faire. Parce que l'opposition aussi invitait les gens à aller se faire vacciner. Un super bon point. PQ. On avait Bernard Drinville ici un matin là, qui le disait. Tout le monde, allez vous faire vacciner, c'est important. L'OMS, l'ONU l'a dit, puis les médecins, puis ouais, il faut y aller, toute la gang. Ça a été un beau concert d'unanimité, un beau consensus. Hein, au Québec, on aime ça quand tout le monde pense pareil, dit pareil, vote pareil, puis ouais, toute la gang. Tout le monde embarqué dans la parade. J'étais sur Internet hier chercher des chiffres. Là, on va les donner. Là. Vous n'aimerez pas ça, mais on va les donner pareil. Au Québec, on prévoyait un minimum de 8500 morts. Juste avant de partir pour les vacances des fêtes, rappelez-vous, le gouvernement du Québec se payait à coups de millions des pages de pub dans les journaux. Tu sais, la campagne, on s'embrasse, oui. On va se faire vacciner, puis ouais, le temps des fêtes, il va y avoir plein de cas d'H1N1, c'est important de se faire vacciner. Hey, c'est rendu que tu ouvrais, là, n'importe quel journal, c'était partout, cette annonce-là, partout. 8500 morts minimum au Québec. Juste avant d'écouter les reportages, il y a eu au Canada, à date, là, environ 400 morts. C'est beaucoup, beaucoup moins que la grippe ordinaire, saisonnière qu'on a chaque année. Non seulement le H1N1 a été moins dangereux que ce qu'il nous prédisait, ça a été moins dangereux que ce qu'on connaît à chaque année. Il n'y en a pas eu 8500 au Québec seulement, minimum, comme le disait pas n'importe qui, là. Le ministre de la Santé, il est venu ici au micro dire « Il va y avoir 8500 morts! » Il y en a eu 400. Ils sont-ils fourrés, mais trompés pas à peu près? Un ingénieur qui se trompe de plus de 10% dans le privé dans ses projets est congédié. Ta marge de manœuvre, c'est environ 10%. Au gouvernement, ça a l'air que dans le projet, ils ont le droit à plus 50. Que ça un peu. Mais dans le privé, 10% est la norme. Au lieu de 8500 au Québec, on est à 400 morts dans l'ensemble du Canada. Or, à cette heure que vous le savez qu'il y a eu 400 morts au Canada, on revient en arrière. On fait un voyage dans le temps et on écoute ce qui était diffusé sur les ondes de TVA au mois de novembre. Tenez bien votre volant en deux mains. Oui, vous savez, Pierre, les médecins sont formés pour guérir, mais quelquefois, il faut faire face à la mort. Voici les fameux linceuls, les sacs mortuaires. Évidemment, ça montre un peu la gravité de la situation. On se prépare à tout du côté du ministère de la Santé. On n'a pas voulu le cacher non plus, mais on n'avait pas voulu donner de chiffres à venir jusqu'à maintenant. Donc, c'est environ 11 000 linceuls comme ceux-là. Les hôpitaux en disposent déjà, mais on en a en surplus au cas où la grippe ferait des ravages. Alors, on craint toujours une pandémie cet automne. Depuis déjà quelques années, les professionnels de la santé et le gouvernement du Québec se préparent à faire face à une pandémie de grippe. Dès 2005, on appréhendait la grippe aviaire. Québec a alors investi 30 millions de dollars pour acheter des doses d'antiviraux comme le Tamiflu, conservés dans des entrepôts, et plus de 50 millions pour se procurer entre autres des antibiotiques, des masques et de nombreux sacs mortuaires. Selon ce que nous avons appris, le ministère de la Santé a stocké près de 11 000 sacs mortuaires comme celui-ci. C'est normal, dit le directeur national de la santé publique. Bon, rappelons que c'est une vidéo qui a été mise en ligne en 2010. 10 ans plus tard, on est en 2020. On constate la même chose, sauf que c'est 1000 fois pire. Non, c'est 1 million de fois pire. Parce qu'on a causé probablement des milliers de faillites, beaucoup plus de chômage. Alors, c'est une vraie catastrophe financière pour beaucoup, beaucoup de monde. Je vais vous faire jouer encore une petite vidéo, ça dure seulement que 6 minutes. C'est très intéressant ça aussi. Martine Biron, Christian Dufour, Alec Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez dire, Martine, que c'est le souhait du gouvernement qu'il y ait plus de délation ou que c'est le fait qui va arriver de toute façon à chaque fois qu'on monte le niveau d'alerte? En fait, c'est un fait que le taux de dénonciation augmente quand le gouvernement sort. Mais le souhait du gouvernement, avec son point de presse hier, c'était de faire peur au monde. Et c'était vraiment ça. C'est pas vraiment de donner différentes conséquences ou différentes punitions. C'était vraiment de faire peur au monde. La deuxième vague qu'on nous annonce, certains nous disent que ça va être pire que la première. Jusqu'à présent, il n'y a pas de mort. Puis il n'y a pas d'hospitalisation directement liée à ça. C'est très majeur. Ça, c'est majeur. Et M. Legault le dit. C'est majeur. Vous avez raison. On écoute M. Legault qui, assez candide, dit... On ne le sait pas.
on nous dit qu'on ne sait pas trop vers où on s'en va. Là, ce qu'on se demande, c'est comment se fait-il qu'il y a une augmentation plus grande des cas, mais qu'il n'y a à peu près pas d'augmentation des hospitalisations et des décès. Est-ce que le virus est moins puissant? C'est un fait, les hospitalisations ne montent pas, Martine. Et c'est comme ça partout dans le monde. Ils sont aussi beaucoup plus stables dans l'augmentation des hospitalisations et des décès. Alec, là-dessus, sur l'absence de prévision, de projection. D'abord, les projections qu'on a vues ce printemps se sont révélées la plupart du temps assez erronées. Alors, il y a une limite à prédire une épidémie. Alors, ça vaut ce que ça vaut de toute manière. Est-ce que c'est bien d'en avoir? Probablement, là, mais je me souviens de celle du mois de juin où on disait qu'en juillet, tout allait repartir à la hausse avec le déconfinement, puis il ne s'est rien produit de tout ça. Alors, de toute façon, ça serait à prendre avec un gros grain de sel. Si on en a, tant mieux. C'est clair qu'on dépiste beaucoup plus qu'on le dépistait ce printemps. On trouve des cas asymptomatiques en beaucoup plus grande quantité que ce printemps. Écoutez, souvenez-vous, Patrice, en avril, on faisait 6-7 000 tests par jour. Il y en a 20 qui revenaient positifs. Là. On détestait les symptomatiques qui avaient des difficultés déjà avec la maladie. Et évidemment, tout ça se transmet rapidement en hospitalisation. Là, quand tu dépistes des asymptomatiques qui, par définition, ne souffrent pas ou peu de la maladie, parce que le premier ministre doit reconnaître effectivement que, oui, bien, c'est vrai que le système de santé est loin d'être débordé. On a 130 hospitalisations aujourd'hui, là, à la minute où on se parle. Souvenez-vous, on avait fait de la place pour 7 000, 8 000, 9 000 à l'époque. Donc, ça rend la vente de la prudence, si je puis dire, comme plus difficile aussi. Oui, parce que le discours doit changer, parce qu'au départ, on nous parlait toujours d'aplanir la courbe, puis les décès. On est vraiment dans autre chose maintenant. C'est pour ça que c'est important là, de le dire quand même, qu'il n'y en a pas beaucoup de morts. C'est quand même pas mineur. Et je pense qu'être transparent, ça peut être dangereux pour le gouvernement parce qu'on verrait peut-être qu'il y a beaucoup plus d'improvisation qu'on le pense là-dedans. Bien, s'il y a un grand raté du début jusqu'à la fin de la pandémie, c'est le dépistage. On attend des nouveaux tests plus simples qui n'arrivent jamais à arriver, là, mais M. Dubé nous disait hier, ça va arriver. Et là, il y a tous les détails sur ce document-là. Être en orange, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les bars, les brasseries, les tavernes, les casinos fermés, les salles à manger intérieures et des restaurants fermés. Ça veut dire que vous n'allez plus manger au restaurant. Vous allez chercher, comme autrefois, comme pendant le gros de la crise, sport avec contact. Bon, vous voyez tous les détails. Donc, ça, c'est pour le orange. Puis on fait le document fait le même exercice pour l'alerte 4, alerte maximum. On attendra d'arriver là. Hier, je vous fais entendre, c'est très court, Christian Dubé qui disait, voyez-vous, il y a des gens irresponsables. Là, il montrait du doigt une coiffeuse de Thetford Mines qui est allée dans 4 résidences pour personnes âgées. On écoute. Une coiffeuse qui savait qu'elle était contagieuse a coiffé 15 personnes dans 6 milieux différents, de RPA, de CHSLD, puis de résidence. Inacceptable. Il faut faire attention. M. Dubé s'est excusé. On montre le tweet, il faut être honnête. Il s'est excusé par tweet hier. Mise au point, j'ai dit qu'une coiffeuse a offert des services à RPA, sachant qu'elle était atteinte. On m'indique qu'elle était contagieuse sans le savoir. On a parlé à la coiffeuse. C'est au téléphone. Écoutez ça. Moi, la journée du dimanche, je l'ai passé couchée parce que j'étais très affaiblie. Le lundi, le 7 septembre, je me suis levée en forme comme si de rien n'était et je n'ai pas eu aucun autre symptôme depuis ça. Les symptômes que j'ai, je prends des antidépresseurs et c'est beaucoup plus ça et les candidatons de tout le monde qui m'écrasent. Quand le gouvernement, par sa force et lors d'une conférence officielle, montre du doigt une citoyenne, c'est ça qui peut arriver. Martine, j'espère que c'est une leçon qu'on va retenir. C'est une gaffe. C'est une gaffe et M. Dubé, le ministre Dubé, devait être furieux. On ne m'a pas parlé de cet événement-là spécifique, mais on me dit qu'il est souvent furieux parce qu'il trouve que sa machine l'informe mal et que l'information circule très difficilement.
Christian. Oui, c'est ça. C'est dangereux de vouloir faire peur au monde à un moment donné quand on ne vérifie pas les choses. Puis ça montre à quel point cette crise-là n'a pas juste un impact dévastateur sur le plan sanitaire, mais sur le plan humain aussi, sur le plan psychologique. C'est un bon exemple. J'espère que ça va avoir servi au moins à ça. C'est qu'on peut faire du mal beaucoup dans la gestion de cette crise-là, au-delà de la COVID. Le risque de dérapage, il est à devenir une société où on va encourager la délation, puis on va encourager... Oui, Christian, il vous reste 20 secondes, 10 secondes. Et aussi une société où on est dans le risque zéro et un principe de précaution exagéré. Merci à vous trois. Fort intéressant ce soir. Merci. Alors voilà, faire peur au monde. Ils le disent 3 fois dans cette vidéo. Maintenant, il faut que je vous parle un peu des 4 niveaux d'alerte. Alors, on se dirige tout droit vers des fermetures encore une fois. Et la raison est la suivante. Dans une de mes vidéos précédentes, je mentionnais que 1191 cas par semaine ou 1491 cas par semaine, c'était suffisant pour changer de niveau d'alerte. Alors, c'est des exigences plus sévères que pour des saisons de grippe qu'on a eu, exemple, en 2016-2017 et 2017-2018. Alors, ils ont fait exprès pour qu'on soit obligé de confiner à nouveau. Et tout ça en se basant non pas sur des gens malades, non pas sur des gens qui sont sous respirateur, tout ça en se basant sur des gens qui sont en parfaite santé, asymptomatiques et très peu contagieux. Bon, maintenant je vais vous faire jouer un extrait de la vidéo de Alexis Cossette-Trudel. Ça dure à peu près 7 minutes, mais c'est essentiel pour comprendre la suite de cette vidéo. En tout cas, ça vous donne une bonne idée de ce qui s'en vient. D'où est-ce que tout ça a originé ou quel pays a été le laboratoire de tout ce système de gestion des populations, d'ingénierie sociale, de contrôle social? Eh bien, c'est la Chine, avec son système de reconnaissance faciale, de crédit social, etc. Je vous montre justement un clip qui nous fait un peu la démonstration de où on s'en va avec tout ça. Ils vont nous dire non, c'est sécuritaire. Vous savez comment c'est. C'est toujours, tu mets le doigt, puis après c'est le bras qui y passe. Il faut rejeter ça, évidemment, mais je vous montre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, puis pourquoi ils utilisent le COVID, la peur, pour passer ces mesures liberticides. C'est pas juste liberticide, c'est des mesures qui nous amènent directement vers la dictature. Surveillé en permanence, chaque fait et geste scruté par des millions de caméras, capable d'identifier en quelques secondes n'importe quel visage. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. Ah, OK. Et là, vous allez dire, ben non, on ne se rendra jamais là. Pourtant, c'est le plus gros chantier gouvernemental actuellement au Québec. L'identité numérique avec reconnaissance faciale, biométrique, etc. Éric Kerr, qui est le ministre responsable de cette réforme, nous annonçait ça en grande pompe, je pense que c'est en juin ou en mai dernier. En France, il y a Alicem. Tous les pays ont quelque chose de similaire à ça avec une identité numérique et de la reconnaissance biométrique. C'est-à-dire que avec l'identité numérique dont on nous parle là, partout dans le monde occidental, France, UK, Angleterre, Allemagne, je veux dire Québec, etc., avec la biométrie, toutes les caméras qu'ils ont installées partout là, vont être capables de nous suivre en temps réel. Exactement comme en Chine, donc avec la reconnaissance faciale, ils vont avoir immédiatement accès à tout notre dossier COVID, savoir si on est malade, notre crédit, si on n'a pas payé nos contraventions. C'est Big Brother on steroids, là, sur des stéroïdes. Je vous montre Alicem en France. On s'arrête quelques instants à présent à 9h41 sur ce nouveau mot, Alicem. Alicem, retenez bien ce mot. C'est quoi? C'est une appli, c'est une application. Regarde le journaliste qui dit ça avec le sourire. Alicem, crétin. Tout simplement par le gouvernement. Bonjour Raphaël Grabli. Bonjour. Vous êtes avec nous. Maintenant, c'est les journalistes qui vendent Big Brother. Je m'excuse d'interrompre là. Pour en parler, c'est quoi Alicem? Alors en fait, Alicem, c'est une application qui est en train d'être créée, qui va être déployée bientôt pour se connecter à tous les services administratifs en ligne. Ça va être comme un sésame numérique pour se connecter sur le site, comme, alors ça peut être l'assurance maladie, ça peut être les impôts, un peu comme ce qu'on a sur les sites avec les réseaux sociaux. On peut se connecter avec Google, Facebook. Et ben pour l'administratif, pour tout ce qui est officiel, on pourra se connecter avec Alicem. Et alors, ça va fonctionner comment concrètement? Alors de façon assez simple, en fait, il faudra la lier avec notre passeport, parce que
forcément, il y a une vérification d'identité. Donc, on va connecter l'application au passeport et ensuite, il faut qu'elle vérifie notre identité pour voir si le passeport n'est pas volé. Et donc, l'application va nous inciter à faire une sorte de selfie vidéo, à nous filmer avec notre smartphone. Reconnaissance faciale, il va falloir se filmer. Et va faire correspondre la photo avec cette vidéo. Et donc, c'est là où il va y avoir de la reconnaissance faciale. Ça va être automatisé pour savoir si, évidemment, on est la bonne personne et qu'on peut ensuite utiliser Alicem pour se connecter à tous les services administratifs. Et forcément, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que la reconnaissance faciale, c'est encore nouveau, même si, objectivement, on l'utilise déjà au quotidien avec nos smartphones, que ce soit avec Apple, avec Google, avec Samsung. Donc, c'est encore assez nouveau, même si on l'utilise. Mais en même temps, disons que contrairement à un mot de passe, la reconnaissance faciale, son visage, on ne peut pas en changer. Donc, s'il y a un piratage, s'il y a une faille de sécurité, forcément, ça peut poser problème. Et puis, on a aussi l'exemple à l'étranger, notamment en Chine, où il y a une grosse partie, quasiment toute la population, qui est surveillée par la reconnaissance faciale. Donc forcément, il y a un spectre de surveillance généralisée qui peut faire peur, mais on en est quand même encore loin avec ça. Hein. Il faut être... Mais on est encore loin de ça. On s'en va directement vers là, comme un train qui fonce à 200 km/h vers la dictature numérique. Présentement, il n'y a aucune discussion sur ce chantier politique, sur ce chantier gouvernemental. Les gens sont terrorisés par le COVID. Mais on se dirige vers là. OK? Je vous montre Éric Kerr qui parle de ça ici au Québec. On parle de Québec qui s'apprête à lancer le plus gros chantier informatique de son histoire pour doter chaque citoyen numérique d'une identité, si vous voulez, pour accéder à tous les services de l'État et peut-être même à des services privés. Éric Kerr, qui est le ministre de la Transformation numérique gouvernementale, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, M. Kerr. Bonjour, M. Masson. Ça a l'air gros. Juste le titre de votre ministère, ça impressionne. Concrètement, cette initiative-là, donnez-nous quelques exemples concrets de ce que ça peut représenter. Écoutez, comme on le sait, le gouvernement du Québec veut faire un virage numérique, donc offrir l'ensemble de ses services de façon numérique. Mais pour faire ça, ça prend une porte d'entrée qui est l'identité numérique, qui va avoir, dans le fond, deux rôles majeurs. Le premier rôle, évidemment, c'est de permettre aux gens, de façon simple et conviviale, de consommer les services, mais qui va avoir aussi le rôle sous-jacent, non moins important, d'être capable d'identifier ces gens-là. Parce que c'est bien beau donner la prestation de service, mais encore faut-il la donner à la bonne personne sans mettre à risque les informations personnelles qui nous sont transmises. Donc, oui, c'est un chantier qui est extrêmement névralgique. Sans cette identité numérique-là, il n'y a pas de transformation numérique. Et donc, pour nous, c'est effectivement la pierre angulaire de la transformation numérique. C'est vraiment pour sécuriser les communications entre les citoyens et les différents partenaires. Puis je vous l'avais bien dit dans votre introduction, une identité numérique, si on veut qu'elle soit forte, si on veut qu'elle soit conviviale, il ne faut pas que ça soit exclusivement pour le gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle aussi aux grandes associations municipales, FQM, UMQ. On parle aux partenaires de confiance dans le réseau privé pour qui cette identité numérique-là est un gros avantage. Bon, maintenant, il faut que je vous parle du nouvel ordre mondial. Je ne suis pas sur un site de conspirationnistes, je suis sur le site de Coalition Avenir Québec. Quelle sera la place du Québec dans le nouveau monde? Bon, c'est en date du 21 juin. Alors, on mentionne effectivement qu'il y a un nouveau monde qui suivra. Alors, la CAQ confirme en date du 21 juin, alors que la saison de grippe est supposée être terminée, qu'ils veulent entrer dans un nouveau monde. Tous les efforts qui sont faits actuellement, c'est pour préparer ça. J'ai mis le lien, vous pourrez lire cet article-là. Il suffit d'aller dans la section commentaires sur cette vidéo pour comprendre ce que la CAQ a préparé pour nous. Pourquoi toutes les faillites? Pourquoi tous les confinements, toutes les restrictions? C'est pour nous préparer. Et pour entrer dans ce nouvel ordre mondial chinois-là, il va falloir la technologie chinoise. Alors c'est pour ça qu'en plein confinement, à partir du mois de mars, ils ont installé en cachette la technologie 5G. Technologie essentielle pour la reconnaissance faciale en temps réel. Bon, c'est encore un article que vous pouvez lire, ça date du 28 décembre 2019, justement, juste un petit peu avant la crise du COVID-19. Alors on mentionne la Chine, bien entendu, et on vante la 5G pour, justement, la technologie qui permet la reconnaissance faciale et tous les gadgets.
On mentionne même que l'intelligence artificielle pourrait surpasser l'intelligence humaine. C'est un peu effrayant. Bon, maintenant on sait un peu mieux ce qui se passe. La coalition Avenir Québec, partie au pouvoir dans la province de Québec, suit un agenda qui est déjà tracé d'avance, vers le nouvel ordre mondial. Et visiblement, ce nouvel ordre mondial-là sera chinois. Alors, une vidéo que j'ai mise en ligne dès le 28 mai 2020. L'image, ça dit tout simplement « Trudeau demande au personnel du gouvernement de ne pas mentionner la Chine quand il parle du coronavirus. » Évidemment, M. Trudeau et Legault travaillent pour la Chine. Voici un autre court extrait vidéo. Trudeau a répondu qu'il avait une certaine admiration pour le régime dictatorial de la Chine. Daniel Thibault. Une soirée mondaine pour faire connaissance d'une invitation avec le futur premier ministre. Une occasion pour la centaine de participantes de poser les questions qui les intéressent, comme par exemple, quel gouvernement admirez-vous? Which nation's administration do you most admire and why? La réponse captée par les caméras du réseau Sun a de quoi surprendre. There's a level of admiration I actually have for China. Their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime. Une mauvaise blague ou le fond de sa pensée? En tout cas, le chef libéral semble comprendre rapidement que ses propos pourraient revenir le hanter et finit par dire qu'il admire surtout les régimes de gouvernement des 3 territoires canadiens pour conclure à la blague. Some news can now report that I prefer China. Trop tard, le mal était fait. He talked about admiring a dictatorship, Mr. Speaker. Les conservateurs impatients de parler d'autre chose que le Sénat n'allaient surtout pas rater pareille occasion. Ça prouve tout simplement que M. Trudeau n'a pas le jugement nécessaire pour aspirer à ce qu'il veut faire. Même son de cloche chez le NPD, qui va même jusqu'à comparer Trudeau à l'ex-candidate républicaine Sarah Palin. Et il réussit, là, en quelques mots, à montrer son inexpérience et son manque de jugement, là, surtout. C'est assez frappant. Envoyé à la rescousse, Marc Garneau croit que son chef parlait plutôt du miracle économique chinois. Il estime que la popularité de Justin Trudeau inquiète les autres partis. Je comprends très bien que les partis politiques, le NPD et puis les conservateurs s'inquiètent de la popularité de M. Trudeau. Les commentaires du chef libéral ont également suscité plusieurs critiques et de nombreuses moqueries sur Twitter. C'est d'ailleurs là que Justin Trudeau a décidé de réagir pour calmer le jeu. Le Canada est le meilleur pays du monde, écrit-il, et nos libertés en sont le cœur. Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Bon, voyez-vous, nos chefs d'État actuellement, ils obéissent à l'ONU, à l'OMS, et l'OMS et l'ONU obéissent à la Chine. Reculons en arrière de 20 ans. C'est les États-Unis qui dirigeaient les grandes institutions internationales, comme ONU et OMS. 20 ans plus tard, c'est la Chine. Sûrement que le nouvel ordre mondial va s'installer, mais il faut en parler au pluriel, parce que vous avez les démocrates et les républicains. Ce qui se passe, c'est que les démocrates, comme tous les gouvernements anti-Trump, c'est-à-dire Legault, Trudeau, Macron, etc., sont affiliés à la technologie chinoise. Ils veulent cette version-là du nouvel ordre mondial. Et les États-Unis républicains, bien entendu, ils refusent la technologie 5G, ils refusent la technologie chinoise. Si c'était rien que de Donald Trump, il rouvrirait tout normalement demain matin, et son nouvel ordre mondial, ce serait, on retourne comme dans les années précédentes, là, c'est le plein emploi, tout le monde fonctionne comme avant. Donc, je m'attends à ce que le nouvel ordre mondial soit bipolaire. Peut-être même multipolaire, ça dépend de comment certains autres pays vont vouloir se distancer d'une forme ou de l'autre du nouvel ordre mondial. Ça va être un long processus, ça ne se fera pas demain matin ou dans 5 ans, c'est sûr. Il va y avoir toutes sortes de heures. Alors, ça va être à suivre. Disons que les prochaines années vont être vraiment imprévisibles. Cependant, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est l'élection de novembre aux États-Unis qui va servir à déterminer beaucoup de choses. Donc, si je résume un peu ma pensée, là, Donald Trump il est anti-Chine, il est anti-vaccin, lui est pour les libertés individuelles autant que possible, mais il a certainement sa version du nouvel ordre mondial. Pour terminer la vidéo, il faut que je vous parle de transhumanisme. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international, prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques
et mentale des êtres humains. Transhumanisme, ça a l'air d'être un très beau mot, quasiment New Age, très prometteur pour l'avenir de l'humanité, mais étudions ça d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur qui s'appelle Elon Musk. Alors lui, il a planté un implant cérébral dans un cerveau de cochon. Alors ce qu'on appelle le transhumanisme, eh bien c'est ça. Il s'agit tout simplement de modifier le corps humain et de l'adapter pour accepter certaines micro-technologies. Encore une fois, j'ai mis l'article, vous pourrez le lire. On dit entre autres que des personnes pourraient alors débourser quelques milliers de dollars pour doter leur cerveau d'une puissance informatique. Un peu plus loin dans l'article, on mentionne qu'il serait possible un jour de stocker les souvenirs sous une forme numérisée. Vous pourrez sauvegarder vos souvenirs et aussi potentiellement les télécharger dans un autre corps ou dans un robot, affirme-t-il. Le futur va être bizarre. Bon, il y a une multitude d'articles qui parlent de transhumanisme. Nos cerveaux resteront-ils humains? Bon, dans cet article-là, on mentionne qu'il y a beaucoup d'instituts qui pourraient travailler là-dessus. Il s'agit de doper le cerveau grâce à des neurosimulations. De nombreux projets de recherche de par le monde visent à concevoir des modèles mathématiques et des algorithmes capables de simuler l'activité des neurones et leurs interconnexions. Bon, quittons le transhumanisme. Ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, c'est ce qui se passe actuellement avec la crise qui n'en finit plus et qui semble préparer le nouvel ordre mondial. Bon, c'est ça qu'il faut surveiller. Actuellement, il y a une rencontre du 18 au 26 2020. Global Goals Week. Vous remarquez le O, comment il est fait. Alors, c'est un logo. Et ce logo-là, il se répercute dans plusieurs instances internationales, dont la Coalition Avenir Québec. Alors, ils sont ensemble pour préparer notre avenir. Et c'est eux qui sont la cause de tous nos malheurs. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut empêcher le nouvel ordre mondial à saveur chinoise de s'installer chez nous. Alors voilà, c'est l'essentiel de ma vidéo. Ici Ben Garneau, je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.